Certainly was very, very interesting what Dr. Pitt has shared with us. And now we have Dr. Tutor Rossi from Switzerland, and we would like to hear you. Madame la Présidente, Olga Sanchez-Cordero, je vous remercie de me donner la parole. Je suis content aussi de parler après la conférence de l'orateur brillant qui m'a précédé. Comme ça, je pourrais parler plutôt de law in action, c'est-à-dire des droits humains dans la pratique de tous les jours. Même si la Suisse est connue pour être la patrie des droits de l'homme, ce qui est largement vrai, en Suisse comme ailleurs, les droits de l'homme sont sous pression et les équilibres ne sont jamais donnés. L'autoritarisme peut supprimer les droits des parties au procès et la justice de cabinet peut remplacer la justice donnée par des tribunaux publics. C'est toujours par les détails que les grandes institutions commencent à dégringoler, mais normalement personne ne s'aperçoit. On s'aperçoit seulement lorsque le mal apparaît à la surface. Il y a un problème, une question que je voudrais tout de suite évacuer, est celle de ceux qui prétendent que les droits de l'homme, finalement, sont les droits des pauvres, que les personnes riches, les personnes bienfaisantes, n'auront jamais de ces problèmes-là. Ce n'est pas vrai. Les droits de l'homme concernent le pauvre, mais concernent aussi l'industriel, peut concerner aussi l'entrepreneur qui s'aventure peut-être dans des endroits qu'il ne connaît pas encore. La Suisse subit, elle aussi, une certaine pression internationale par deux facteurs. Elle est régulièrement accusée depuis bientôt 15 années d'être la caisse forte, la banque de l'argent en fuite des pays et surtout des fiscs des pays. Deuxième côté, la Suisse ne faisant pas partie de l'Union européenne, elle est toujours seule à se défendre lorsqu'elle subit des attaques. En Suisse, c'est né un certain complexe d'infériorité. On sent le besoin, le législateur a senti le besoin de donner des garanties à ceux qui ne cesseront jamais de lui en demander. Ceci a provoqué un changement énorme dans la procédure pénale. Les Suisses, en 1999, ils ont changé leur constitution par un vote populaire sans s'en apercevoir qu'ils allaient changer du tout au tout la procédure pénale. La Suisse est un petit pays, elle est aussi un pays assez étrange, puisque malgré qu'il n'y a que 7 millions d'habitants, c'est-à-dire un quartier de Mexico City, dans toute la nation, il y a 3 langues, 4, certains disent, il y a une petite langue, il y a 2 religions, et la justice pénale est administrée par les cantons et pas par la Confédération. La tradition suisse, c'est que chaque canton, souvent des petits cantons, ont leur propre procédure pénale, ont leur propre juge et ils jugent sur tout. L'unification du droit pénal, du droit matériel pénal, a eu lieu uniquement en 1937 et jusqu'à aujourd'hui, les 26 cantons administrent la justice avec des procédures pénales différentes, parfois très différentes, ce qui donne des résultats très différents sur l'administration des preuves. Or, après les attentats de Washington et New York du 11 septembre 2001, et sous la pression de la lutte nécessaire contre le terrorisme, le ministère public de la Confédération, qui a toujours existé, il y a toujours existé un petit procureur public de la Confédération qui s'occupait de tâches subsidiaires, a reçu de plus en plus de pouvoir. Et tout dernièrement, on a fondé un nouveau tribunal pénal de première instance au niveau fédéral dans la ville où j'habite, à Bellinzona. Ceci a provoqué un changement d'habitude énorme. D'abord, un conflit entre les procureurs publics, les fiscaux au niveau cantonal qui voulaient se voir
ne voulaient pas se voir soustraire leur matière, et d'autre côté, les nouveaux procureurs publics pénaux qui sont chargés des enquêtes internationales, des grandes enquêtes, sans qu'il y ait une délimitation bien précise entre le pouvoir de la justice cantonale et le pouvoir de la justice fédérale. Quels sont les reflets de ces bouleversements sur les droits de l'homme? Or, ils sont assez nombreux, ils ne sont pas encore calculables, les avocats ne sont pas encore habitués. Je vous ai dit, on est un pays à 3 langues, et donc, pour la première fois depuis l'histoire de la Confédération qui date de 1291, les avocats de langue italienne peuvent plaider mal en langue allemande ou dans des tribunaux allemands. Des francophones viennent à Bellinzona plaider dans des langues différentes, ce qui a fait un certain problème pour les personnes qui sont défendues, parce qu'une personne de langue allemande préfère avoir l'avocat de langue allemande et pas l'avocat de langue italienne avec des traducteurs, etc. À cela s'ajoute que par le souci de rapidité, d'efficacité, parce que la justice pénale coûte cher, on va supprimer l'office du juge d'instruction, c'est-à-dire on passe au système de tout procureur public. Le procureur public conduit l'enquête depuis le début, depuis l'arrestation de l'inculpé jusqu'à la plaidoirie, le réquisitoire, au débat. Le procureur public, donc, a un pouvoir énorme, pas au moment des débats où, plus ou moins, les jeux sont faits, mais au cours de l'administration des preuves. Le modèle ministère public a été renforcé dans le nouveau Code de procédure pénale fédéral, c'est une grande nouveauté, qui va entrer en vigueur en 2010, certains disent en 2011, parce que les cantons ne sont pas encore capables d'adapter leurs institutions à la nouvelle loi. Mais cette nouvelle procédure pénale, elle a institué une figure nouvelle qui s'appelle la direction de la procédure. C'est quoi la direction de la procédure? C'est une autorité qui dit, oui, en ce moment-là, on peut prendre des preuves nouvelles, non, ça c'est des preuves, ce n'est pas nécessaire, ça c'est des preuves uniquement pour retarder, etc. Mais qui est encore une fois la direction de la procédure? Eh bien, c'est encore une fois le ministère public qui change de bonnet. D'un côté, il soutient de façon comme partie la procédure pénale, l'accusation, mais d'autre côté, il est aussi le maître du déroulement du procès. Il se traduit en une institution indépendante qui peut donner des indications aux défenseurs sur la raison comment on peut conduire la défense. Je ne vais pas vous citer les articles, vous les trouverez dans ma relation, mais il y a eu déjà des reflets, par exemple, dans des enquêtes sur criminalité organisée. Qu'est-ce qu'il arrive? 4 ou 5 personnes, 6 ou 7, ils sont arrêtés un peu partout dans la Suisse. Et les avocats commencent à se demander combien de personnes ils ont été arrêtés, qui est l'avocat. Ils cherchent dans le bulletin de téléphone. Ah, j'aime mieux que je vais courir à parler pour préparer la défense avec l'avocat suisse-allemand, etc. Et bon, certains avocats, ils ont reçu de la part du ministère public un ordre, défense de parler avec les autres, avec des tiers. Lorsqu'on demande, mais non, les avocats ne sont pas des tiers, mais défenseurs sous sanction pénale. Si l'avocat défenseur parle avec des tiers, il peut encourir lui-même une enquête. Vous comprenez facilement qu'un défenseur sous enquête, c'est un défenseur qui défend soi-même avant de son client.